Et bonjour les enfants, bienvenue sur Formule Blabla Access Premium Plus, un live réservé aux membres abonnés, mais uniquement ceux qui étaient abonnés avant que il y ait des réglementations qui font qu'on n'a plus le droit de s'abonner, mais il faut quand même continuer à payer tous les mois pour pouvoir y avoir accès. Si j'avais trouvé un moyen de faire ça comme F1 TV, je m'en mettrais plein les poches. Alors Ah, que, c'est bien normal, c'est bien normal. alors que en fond, il y a Saucisson en train de hurler et gratter à la porte, sûrement parce qu'il a envie de sortir et qu'il m'a pissé devant la porte pour me faire comprendre qu'il avait envie de sortir et qu'il n'aime pas pisser dans la litière. Nous allons, c'est le pire investissement de ma vie, ce chat. Euh, Imagine des enfants. Nous allons nous retrouver pour la première fois depuis fort longtemps pour blablater sur les dernières actualités formulanesques. Je pense qu'il y en a eu 2-3, notamment quelques grands prix, un début de saison des plus sympathiques, je trouve. Donc, on va pouvoir s'y attarder. Profiter du fait qu'on a une petite pause aussi pour s'y caler, parce que c'était chargé le début de saison. Là, on s'est tapé une petite triplette dès l'entame de la saison. Donc, on va pouvoir y aller. On a eu l'Australie, on a eu la Chine, et là, on s'est tapé Japon, Bahreïn et Arabie Saoudite. Il y a pire comme triplette, mais il y a mieux. Mieux sur le papier que dans la réalité, peut-être même. Oui. Je parle du Japon principalement, hein, bien sûr. Voilà, On se connaît maintenant, tu sais que j'adore Suzuka et je sais, c'était le Grand Prix le plus nul de la saison pour le moment. J'ai pas vu de Jeddah, je précise. Le plus nul de la saison. Tu vois, moi, je le mettrais presque dans la balance avec Jeddah, pour le coup. J'ai pas vu de Jeddah. Mais parce que Jeddah, c'est comme Suzuka, c'est juste qu'il y a une ligne droite DRS. Non, mais en termes de chiantise, c'est juste qu'il y a une ligne droite DRS où les pilotes se font chier pendant tout le tour, et ensuite il y a ligne droite DRS, donc c'est bon, ils peuvent passer. À ce compte-là, des fois, je préfère les voir se suivre. Il y a quand même eu une ou deux petites exceptions. Je pense notamment au super dépassement de Piastri sur Hamilton, qu'il a fait dans une zone très peu conventionnelle. Mais à part ça, voilà, c'était. Et en plus de ça, Jeddah a la particularité de me frustrer tous les ans parce que à chaque fois, il y a des polémiques ou des incidents qui ne peuvent avoir lieu que sur ce type de tracé. Quand je dis ce type de tracé, il n'y a que Jeddah qui est comme ça, donc voilà. À titre personnel, j'ai vraiment hâte qu'il le change. Apparemment, il commence à y avoir des... Oh non, mais fais ta vie, toi. Il commence à y avoir une préparation pour un nouveau circuit. Mais bon, ça fait depuis 2021 qu'on doit y aller là-bas, donc j'abandonne un peu. Je sais pas s'il y a trop d'avancées. J'avais vu vaguement des rendus 3D, des trucs comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu la moindre pierre posée, quoi que ce soit. Il y a eu récemment de nouvelles choses qui sont arrivées, qui se sont proposées, mais je crois qu'on parle de 2027 ou 2028. Ça fait longtemps à se le coltiner encore. Mais il va pas y avoir de débat entre nous. 2025 qu'on changeait, hein, donc. On va pas avoir de débat sur Jeddah tous les deux puisqu'on va être complètement du même avis. Donc, désolé pour le drama, hein, ça fera pas de clic. Ah mince, je vais y arriver. Bon, sur Fire Newt dans les chats, nous allons donc. Oh là là, mais il me fait peur, il est en train de tout retourner la baraque, c'est atroce. C'est un chat. Ouais, mais l'autre, il est pas pareil. Vous l'entendez? Ouais. En tout cas, c'était ce week-end, j'ai trouvé assez symptomatique du début de saison pour le moment, avec
des comment dire du foin, de la bouffe pour les médias, avec Norris qui euh, qui a fait du choc. Norris. Vas-y, Euh, raconte, vu que j'ai rien vu, je veux bien que tu il s'est racontes craché en en résumé qualif. rapide. Il s'est craché Q3, c'est ça? Ouais, ouais. Il Il a s'est fait quoi, craché. une erreur ou on sait pas trop? Ah oui, oui, c'est une erreur. Après, franchement, ça aurait été n'importe quel autre pilote, on n'aurait rien dit, hein. Enfin, sauf si ça avait été Stroll. Mais oui, non, mais voilà, c'est l'idée, quoi. C'est juste que c'est Norris. Hamilton qui a été à 4-5 dixièmes de Leclerc tout le week-end. Rassurant pour Leclerc, peut-être? Ou Inquiétant inquiétant pour pour Hamilton? Ferrari et Hamilton. Euh, Depuis le début de la saison, moi, j'entendais les observateurs qui disaient oui, Ferrari, pas si mal, on les attendait mieux que ça, mais bon. Moi, je trouve que Ferrari, avec je sais pas si t'es d'accord avec moi, un top 5 en la personne de Charles Leclerc des pilotes de la grille, plus un septuple champion du monde, c'est léger quand même, Ferrari, le niveau qu'il propose. alors, tu vois, il y a un an, pour moi, Leclerc Hamilton, c'était top 3 de la grille. Je suis d'accord. Euh, avec naturellement Mark Webber. Euh, non, mais Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que premièrement, Ferrari, ils étaient effectivement très très opérationnels en Australie, enfin au tout début de saison. Et puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient du mal à faire fonctionner la voiture dans certaines fenêtres de température, des choses comme ça, et ils ont un petit peu plus galéré. Et ensuite, il y a eu la Chine, où effectivement, il y a eu une partie du week-end, slash le sprint, où ils étaient parmi les meilleurs. Mm. Mais ils se sont rendus compte que voilà, ils avaient du mal à trouver toujours cette bonne fenêtre. Et après la Chine, ils ont eu les deux voitures disqualifiées pour deux raisons différentes. Et à partir de là, ils ont pris une approche beaucoup plus conservatrice pour éviter d'avoir une hauteur de caisse trop basse et éviter à nouveau les disqualifications. Et c'est pour cela que ça a été vraiment catastrophique ces derniers temps, même si Charles Leclerc et, porte l'équipe depuis ce temps-là. Il a enchaîné les excellentes performances. Euh, et malheureusement, c'est insuffisant. Mais là, quand on regarde le rythme de course que Leclerc avait ce week-end, bon, si Norris s'était pas mis dans le mur, il n'était pas sur le podium, mais il avait tout de même un excellent rythme de course. Et au drapeau damier, je crois il a moins de 10 secondes de Verstappen, avec certes une stratégie qui a été un peu différente et qu'il a réussi à bien faire marcher, mais dans un autre contexte, on aurait dit que c'était voilà, très prometteur, quoi. Euh, que je rate. Ah, ton micro est plus. Je vais le baisser un petit Je peu. l'ai vu, j'ai baissé un peu, moi Ok. aussi de mon côté. Sinon, on peut effectivement mettre ça dans le lot. Hamilton est toujours en très grande difficulté, même de plus en plus, j'ai l'impression, parce que sur les deux premières, ça allait pas trop mal. Il arrive à trouver des solutions au fil des week-ends. Là, c'est une régression assez notable, surtout, euh, j'allais dire sur les deux derniers, mais au Japon. C'était assez impressionnant. Il s'est fait tracer par Antonelli sur les 20 derniers tours. Donc oui, c'est très compliqué. Il a beaucoup de mal à trouver assez de confiance pour pouvoir piloter comme il aimerait piloter. Mais bon, pour le moment, on le voit pas commettre d'erreurs dramatiques ou quoi. Donc pour moi, c'est vraiment dans la succession de 2024 où il a beaucoup de mal avec ses Formule 1, quoi. C'est la nouvelle aéro, j'imagine. Enfin, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, quoi. Non, j'ai peut-être trop baissé ton son. Ouais, aussi. Tu Moi as aussi, dit, j'ai trop pardon? baissé.
Peut-être qu'il a du mal avec ces nouvelles règles aéro. C'est depuis les nouvelles règles aéro où il n'y arrive pas. Est-ce que les voitures à flanc plat lui conviennent bien? Pour son style de pilotage, je sais pas. Après, j'ai du mal à me faire une idée du style de pilotage d'Hamilton. C'est un freineur tard. Mais je vois pas ce que ça change les voitures à effet de sol. Ça doit changer des tas de choses. En vrai, je suis pas pilote, mais peut-être qu'il a du mal à faire passer son pilotage avec ça. Je sais pas. Bah, Ou alors il est vieux. Il est fini. Ah bah il y a des deux, il y a totalement des deux. Il est #finito. Après, fin 2023, il fait une excellente saison, hein, donc Ouais, complètement. voilà, dès l'instant qu'il retrouve un peu de confiance, il était au niveau de Lewis Hamilton. Après, on peut continuer à spéculer beaucoup sur ces choses-là, mais fondamentalement, je pense qu'il y a peut-être un petit peu des deux. Aussi, le fait qu'il a été pendant 7-8 ans dans une équipe qui était toujours en avance sur les nouvelles réglementations aérodynamiques, techniques, etc., faisait que il avait naturellement plus de facilité à en extraire le maximum. Mercedes, ils ont souvent eu une voiture qui était, entre guillemets, plus facile pas nécessairement à piloter, mais Avec beaucoup d'avance en tout cas. Voilà, oui, il y avait beaucoup d'avance, mais surtout où on arrive à en extraire beaucoup plus facilement de la performance avec je vais pas dire une plus grande fenêtre d'exploitation parce que il leur arrivait de s'en plaindre. Mais quand tu regardes Bottas et Russell qui ont tout de suite été performants quand on les a mis dans la Mercedes en 2017 et 2020, à chaque fois, les deux ont dit que voilà, c'était une voiture magique à prendre en main. La voiture est facile par opposition à la Red Bull, du coup. Voilà, alors que, effectivement, la Red Bull, c'est l'anti-Mercedes par excellence. C'est une machine qui est extrêmement délicate à prendre en main et avec lesquelles les pilotes ont beaucoup de mal. Ce qui n'est pas une habitude chez Newey d'ailleurs, rassure-moi. Est-ce qu'ils faisaient vraiment des voitures si difficiles que ça à piloter de mémoire? J'ai pas de souvenir de gens qui disent que les voitures de Newey sont vraiment hard. Tu prends les Williams, des Williams Renault des années 90. Tu veux dire celle-là, là? Voilà, tous les pilotes s'en sont plaints, tu vois. Enfin, que ce soit S'en sont plaints, oui et non, mais C'était très différent. C'était l'apparition des suspensions oui, mais même après, c'était encore oui, tu me diras, c'est une évolution. Après aussi, tu prends 94, justement, ils l'ont très mal vécu. Senna, catastrophe. je pense qu'il s'en est jamais relevé. Il a été facile. Mais après, tu prends Hill, Celui-là, tu veux dire? Villeneuve. Eux aussi, ils avaient du mal avec, quoi. Enfin, Villeneuve un peu moins, mais ils ont souvent relevé que c'était une excellente voiture, mais qu'ils avaient du mal à la piloter. Donc, c'est peut-être la Mercedes l'exception, du coup, que ce soit une voiture si performante et si facile. Non, parce que tu as les Ferrari des années 2000 aussi. Ils étaient... intouchables. Ils étaient dans une autre dimension. Enfin, encore une fois, chaque cas est unique, mais c'est pas rare d'avoir... voilà. Mais pour en revenir à Hamilton, il y avait effectivement cette particularité où il avait peut-être moins à adapter son type de conduite, que derrière il avait une équipe qui était parfaitement opérationnelle et qui arrivait toujours à trouver des solutions. Quand il commençait mal un week-end,
bah, ils arrivaient toujours à en tirer une victoire. Et là, par exemple, ça peut être symptomatique de Red Bull ces dernières années aussi. Quand ils commencent très mal un week-end, ils arrivent toujours à en tirer un podium. Alors c'est certes souvent grâce à Verstappen, mais pas uniquement, parce que quand tu regardes les différences entre le vendredi et samedi, il y a du très bon travail qui est effectué à Milton Keynes entre les 2 jours. Donc il y a aussi, c'est pour ça qu'il faut aussi parler de l'intégralité de l'équipe. En ce moment, ben, en 2022, ben, Mercedes a commencé à avoir beaucoup plus de mal parce que ils ont passé 1 an et demi à remettre en question leur méthode de travail. Il y avait quelqu'un d'autre à la tête du département technique. Euh, une des raisons pour lesquelles justement Hamilton a fini par partir parce que l'équipe ne fonctionnait plus et il se sentait pas écouté dans l'équipe. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Après, je pense pas que ce soit un cas comme Vettel où Vettel n'a jamais réussi à être aussi performant une fois qu'il avait plus ses Red Bull à diffuseur soufflé. Où on le voyait commettre beaucoup d'erreurs. Hamilton, je pense pas qu'on peut dire qu'il est prompt à l'erreur. Il arrivait quand même à faire de très bonnes choses ces dernières années, même quand il était en difficulté. Je doute qu'ils parviennent à trouver des solutions sur le reste de l'année parce qu'il faudrait d'abord que Ferrari trouve des solutions pour eux-mêmes. Tu crois pas à l'évolution de Ferrari sur cette saison? Vraie Si, question. je pense que c'est possible. Mais Il va falloir courir plus vite que les autres aussi. ça va être Mais la c'est première le problème. étape. Mais après, tu as vu comme ça va très vite. Hein. L'an dernier, Je reste dans McLaren, hein, de toute façon, il y a 2 ans. ouais, mais même l'an dernier, hein, tu regardes, moi j'ai ce souvenir, Jeddah l'an dernier, Norris menait la course, mais uniquement à une relance de safety car parce qu'il ne s'était pas arrêté et après il s'est fait bouffer par tout le monde. Et ils finissent 6 et 7, je crois, quelque chose comme ça, enfin loin sur la ligne. Non, il finit même derrière Hamilton et Berman, de mémoire, Norris. Donc c'était très compliqué, on avait un 50e doublé Red Bull. Donc voilà, c'était pas... Et on enchaînait les doublés Red Bull. 10 courses plus tard, même pas, c'était McLaren, Ferrari et Red Bull, s'ils prenaient un podium, ils sautaient de joie, quoi. C'est un peu ça. Ça peut aller très vite. Maintenant, heureusement, la F1 a tout compris, on remet tout à zéro l'an prochain, donc il y aura moins ce problème. La hiérarchie sera moins serrée et on aura à nouveau une équipe qui aura 1 seconde 5 d'avance sur les premières courses. Mais après... on ne sait pas qui ce sera, par contre. Voilà, on sait juste pas qui ce sera. Espérons qu'il y en ait 2 qui arrivent aux mêmes conclusions et qu'on ait au moins une bagarre à 2, mais je suis d'accord avec toi. J'ai pas envie de penser à 2026 parce qu'il y a plein de choses que je redoute. Il y a surtout 2025 à faire, d'abord. Oui, mais tu vois, 2022, je voulais voir cette nouvelle réglementation parce que on nous promettait déjà un retour à l'effet de sol, moins de perturbations aérodynamiques, ce qui marche relativement bien. Alors oui, c'est effectivement quelque chose qu'on ne peut pas totalement annihiler, mais c'est revenu au bout de quoi 3-4 ans, vraiment, les perturbations aérodynamiques qui deviennent très nuisibles. Et je rappelle qu'avant, c'était 5 secondes. Il fallait rester derrière une voiture à moins de 5 secondes pour commencer à ressentir les effets. Aujourd'hui, c'est 2 secondes. Ouais, 2 secondes et demie. De toute façon, tu regardes les écarts qu'avait Verstappen, Norris au début de saison. Oui, voilà, donc honnêtement... C'est systématiquement comme ça. Et sur des circuits qui sont vachement prompts aux dirty air. Donc honnêtement, c'est correct. À Bahreïn, par exemple, ça se suivait et ça attaquait très bien. Donc voilà, c'est 2026 en revanche, j'ai beaucoup plus d'inquiétudes sur les trucs d'aérodynamique active et toutes ces choses. Je suis curieux. Tu t'as peur de quoi, toi ?
Euh, que ce soit débile, essentiellement. Débile dans le sens. Débile trop compliqué, débile trop dangereux, débile trop cher. Alors, l'aérodynamique active, on parle d'éléments d'appendice aérodynamique qui pourront donner plus ou moins de traînée aéro Oui, pendant un tour. précisément. On parle même d'éventuellement ralentir un meneur en ligne droite s'il a trop d'avance, tout ça. Ça, c'est nul. L'anti-DRS. Nul. Voilà. D'accord. Et comment dire? Admettons, tu vois, on va prendre un virage, une épingle. Tu vas avoir deux types de pilotes en général. Je vais prendre les pilotes Verstappen, les pilotes Sainz. Ceux qui prennent un peu leur virage en U, pour caricaturer, donc ils ont une trajectoire assez ronde, et donc c'est-à-dire des pilotes qui vont qui vont avoir une vitesse faible, plutôt élevée dans le virage. Et les pilotes à la Verstappen, entre guillemets, qui ont des trajectoires plus en V, c'est-à-dire qui vont avoir une vitesse minimale plus basse dans le virage pour mieux piloter la voiture, mais réaccélérer plus tôt. Les pilotes de cette catégorie, généralement, vont avoir une meilleure conservation pneumatique parce qu'ils vont mettre moins de charge dans la voiture. Quand je dis charge, je pense à par exemple, quand tu tournes à droite, la voiture part sur la gauche, donc tu uses tes pneus gauche, quoi. Force centrifuge, je l'ai. Voilà. J'y suis soumis aussi. Je connais. Si dans ce virage, par exemple, tu commences à donner plus d'aéro parce que eh ben, ça va favoriser, par exemple, certains types de pilotes parce que justement, ils vont pouvoir aller encore plus vite dans là, je pense les trajectoires un peu en U. Garder plus de vitesse max minimum. Voilà. Non, plus élevé justement. Ceux qui reposent énormément sur l'appui aérodynamique dans les virages, bah justement, tu leur donnes plus d'appui aéro, ils vont aller beaucoup plus vite. En revanche, ceux qui, on va dire, ont une approche un petit peu plus mécanique en termes d'appui et avoir une vitesse un petit peu plus basse, bah, naturellement, ça va beaucoup moins les favoriser. Et à partir de ce principe-là, je trouve que c'est pas très intelligent. Ils vont se référer en plus aux différentes télémétries des pilotes pour essayer de trouver les meilleurs compromis, tout ça, mais encore une fois, sur les télémétries, la charge aérodynamique, c'est des choses que tu ne vois pas. Par exemple, si on va prendre trois pilotes, Verstappen, sa vitesse la plus basse, c'est 80 km/h, Sainz, c'est 82 km/h, et Stroll, c'est 150 km/h, bah, tu te dis que faut se baser sur Stroll pour les ralentir. Mais ce que tu prends pas en compte, c'est que Stroll, il a oublié de freiner. J'imagine s'il arrive à 150 là où les autres sont à 80. Voilà. Parce que c'est des choses que tu ne vois pas sur les télémétries. Alors naturellement, quand tu vois de tels écarts, tu sais qu'il y a un truc qui va pas, mais c'est des choses que voilà. Ton point de vue que j'entends sur l'aéro qui va favoriser les trajectoires en U, ok, mais toutes les évolutions techniques depuis le début de la F1 ont toujours favorisé un type ou un autre de pilote, selon certains ont pu s'adapter. Oui, mais là, on va, enfin, comment dire, tout le monde était plus ou moins à la même enseigne, mais aussi, de ce que j'en comprends, on va adapter course après course en fonction des performances de chacun pour essayer de resserrer le plateau, avoir plus d'actions de dépassement, tout ça.
Moi, je n'entends l'aéro active que d'un point de vue pilote-équipe. C'est les pilotes et l'équipe qui gèrent. Si la direction de course vient mettre son nez là-dedans et a des possibilités d'agir dessus, bah non, c'est complètement nul. Bah, Moi, c'est je ce parle que je juste redoute, d'une nouvelle justement. technologie exploitée par les équipes, exploitée par les pilotes. J'avais pas du tout l'information que potentiellement la FIA pouvait avoir des moyens d'action là-dessus pour ralentir un pilote pour une raison ou pour une autre. Parce qu'on peut imaginer du coup des pénalités données comme ça aussi. Totalement. Et c'est pour ça que je redoute cette chose-là. Du coup, je comprends. Je n'avais pas cette partie-là de l'info. Oui, si c'est la FIA qui doit gérer ce genre de choses, enfin, en tout cas, qui a la possibilité de gérer des choses là-dessus, non, c'est pas une bonne chose. Non, c'est nul. C'est pourri. Ralentir le premier, on n'est pas dans un jeu vidéo, enfin. Enfin, Quand même. ils vont nous faire Mario Kart. Voilà. Bah, ouais, carapace rouge après, oui. On s'y dirige, hein. Carapace Franchement, bleue, ça ça va va être partir. des gimmicks comme en Formula I, tu sais. Quand il y a le fan boost, alors je sais pas si c'est encore là ce truc, mais tu as Le fan boost. Oui, il y Ah, avait, ah je oui. crois, 3 pilotes qui avaient le droit à un boost spécial fan. Sur un vote des fans. Donc le Voilà, truc avant la complètement. course, tu as un boost bonus parce que les fans ont voté pour toi. Génial. Mais c'est de la Formule 1, tu vois, donc là c'est Mario Kart pour moi, tu vois. C'est là où il faut faire ces choses-là. La Formule 1, ouais, je suis peut-être beaucoup trop vieux traditionnaliste, vieux réac et tout, mais je Moi, j'ai préfère envie les de. écarts de 45 secondes entre le premier et le deuxième à ces choses-là, quoi. Oui, je préfère aussi quand ça bastonne, mais Je quand c'est préfère artificiel, c'est m'ennuyer pas que rigolo. m'énerver, en fait. C'est ça le truc. Hum, hum. Je préfère m'ennuyer devant Suzuka que m'énerver devant Jeddah. Je Non, peux mais être que d'accord. Je peux être que d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. moi, je veux bien être curieux si on peut garantir que si on essaye ça et qu'on s'aperçoit que ça marche pas, on peut faire machine arrière. Ok, pas de problème. Je sais, ça n'existe plus. Ça. Non, non. Et si on dit on part dans l'aéroactif, ce sera forcément une bonne idée, ce sera forcément jugé positif et ce sera forcément poussé à fond dans tous les potards. Donc oui, oui, je peux comprendre tes craintes. Mais j'y voyais pas une intervention de la main de la FIA aussi prégnante sur les pilotes, surtout. Enfin, sur les voitures. Oui, ouais. Et écoute, là, je vais partir plus dans de la spéculation chapeau aluminium, mais Vas-y, tant que en plus on aura on est un entre nous. certain MBS à la tête de la FIA, tout est possible. MBS. Ah oui, MBS. Je croyais que tu parlais de quelqu'un qui Monsieur allait Soulayem. arriver. Non, celui qui est là, celui qui est là. Oui, Monsieur Soulayem. Bonsoir. Ça lui fait un autre. Alors, juste, T'entends très faiblement. voilà, Un peu. histoire de faire comme tout le monde. Le son est faible. Oui. Est-ce que je vais pouvoir le monter un peu? Mieux? Oui. Ok. Oui, du coup, je pensais à l'aéroactif. Pour moi, l'article que j'avais lu, il parlait d'avoir un peu des zones, un peu comme le DRS, où Ouais. en gros, ce serait, Oui, c'est mais ça. ce serait pas contrôlé par les commissaires, quoi. Ce serait vraiment juste le DRS, mais en version améliorée. Je veux y croire. Euh, Est-ce que voilà. Ouais, désolé si les caméras lag. Là, c'est complètement de mon côté parce que Discord gère très mal. Sur le Discord, en tout cas, ça va, je vous vois bien. Je sais Oui, pas non, mais comment c'est c'est de sur mon YouTube. côté parce que j'ai une caméra 4K et il aime pas du tout ça. J'ai pas de souci. Non, même sur YouTube, ça a l'air propre. Ah ouais? Ouais. Enfin, Bon, là, de ce que je vois, ok. bon bah parfait. Ma caméra est dégueulasse, mais Si ça c'est marche. que de mon côté, tant mieux. Donc, je vais continuer quand même à rester un petit peu loin de 2026, au moins jusqu'à l'été, quand je serai plus ou moins forcé de m'y intéresser. On peut lire les règlements, tout ça. En première instance, je vais rester sur 2026, c'est le mal. Et 2025, pour le moment, moi, je m'amuse.
C'est relativement serré aux avant-postes. Quand on va d'un week-end à l'autre, on ne sait pas qui va gagner. C'est vrai. Ça se joue entre 3 pilotes, mais c'est mieux quand ça se joue entre Verstappen Et lui-même. et Verstappen. Donc voilà, je préfère ça. Ou quand ça se jouait entre Hamilton aussi, c'était pareil. Ou Schumacher, ou Vettel. oui. Là où je suis content, c'est que, enfin, je peux me tromper, mais je trouve que Verstappen a enfin trouvé quelqu'un qui lui tient tête comme Piastri. Et ça, je suis content. Oui, bah après, ça va être à voir sur le reste de l'année. C'est vrai que j'aurais été curieux de voir ce que Norris aurait fait dans cette situation-là. Ouais, le move de Piastri, honnêtement, c'est un move de championship matériel, quoi. World champion matériel, je veux dire. Ah, mais Il y a Verstappen qui lui fait clairement une Verstappen, et lui, non, Piastri, moi je suis à ma place, je pense pas. Pour moi, Piastri, il a déjà montré ce genre de manœuvre l'an dernier, des beaux dépassements très autoritaires. J'avais rien d'aussi marquant, celle-là je la trouve marquante, et pourtant j'ai vu que le replay, et même dans le replay, je me dis, ouais, c'est un gros move quand même. Mais peut-être, il y en a eu d'autres. Moi, j'ai ce souvenir dépassement à l'extérieur sur Russell, je crois, à Silverstone l'an dernier, sous la pluie. Ça m'avait vraiment marqué. Et puis le dépassement sur Leclerc à Bakou aussi, des monstrueux. Oui, c'est vrai. À l'extérieur. Dans le mur. Ouais. De quoi, Fayernout? Celui qui l'a fait à l'extérieur. Non, c'était ce week-end qu'il a fait à l'extérieur. Non, où il a longé tout le. C'était sur Hamilton, là, à l'extérieur. Le dépassement qu'il a fait. À l'extérieur. Ah oui. Mais Piastri sur Hamilton? Oui, bah quand il lui reprenait un arrêt au stand. Ah, oui, effectivement. Mais non, sur Leclerc, Bakou, c'est quand il plonge à la dernière minute à l'intérieur et tout le monde se dit oula, il va sauter dans le mur et il arrive à rester devant. C'est ça, mais je trouve que du coup, c'est pas le même move, tu vois, parce que là, c'est une attaque avec des coronets, comme on dit, à Bakou. C'est vrai que c'est impressionnant. Alors que là, c'est juste non, t'as beau être le patron, je te laisserai pas la place. C'est autoritaire, je trouve. Mais Oui, plus dans une défense que dans une attaque, effectivement. Et effectivement, avec Norris qui est en ce moment très fébrile en racecraft, on peut peut-être imaginer qu'il aurait laissé de la place, lui. Et vous avez lu la justification des commissaires de piste sur le pourquoi 5 secondes infligées à Verstappen? Parce que pour une fois, je me suis fait la réflexion de « Ah, je suis d'accord avec les commissaires. Je trouve la sanction juste. » C'était annoncé 10 secondes avant la course pour un dépassement hors limite à ce virage. Ouais, mais ils ont tenu compte du fait que c'était le premier tour et que il y avait des circonstances atténuantes. L'un dans l'autre, je suis assez d'accord. Toi, t'aurais rien mis, Mick? Oh oui. Non, tu vois, sur le coup, j'aurais rien mis, mais c'est vrai que avec le recul, c'est quand même ça aurait été très injuste s'il avait conservé la position. Je trouve aussi, et du coup, j'aimerais bien que la FIA ait la possibilité de prévenir les équipes en disant vous rendez la place ou c'est 10 secondes. J'aimerais bien une règle comme ça. Parce que je crois pas que ça existe, ça, la FIA peut pas demander de relaisser passer comme ça, point barre. Si. Ils l'ont fait en 2021. Ils l'avaient fait, oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, il me semble bien qu'ils avaient fait un truc comme ça. Non, mais là, je suis sur Abu Dhabi. Sur les grandes tensions, Hamilton, Verstappen. Ouais. Moi, à chaque fois, c'était justement, il y avait les discussions avec les commissaires qui étaient en audio public. Et ils ont décidé d'arrêter de faire ça à cause de ça, justement. Ah oui, totalement, ouais. Ouais, mais ça n'a pas besoin d'être public, je veux dire. Tu balances à la radio de l'équipe, tu laisses passer ou c'est 10 secondes et puis ça regarde personne. Bah, à l'époque de mon temps, c'était Charlie Whiting. Les équipes pouvaient aller vers Charlie Whiting et lui dire est-ce que tu penses qu'il faut rendre la position? Et Whiting disait à votre place, je le ferai ou je pense pas que c'est nécessaire. Et ensuite, les commissaires de course prennent la décision.
c'était pas Charlie Whiting, parce que voilà, c'est pas le directeur de course qui choisit, ce sont les commissaires. Mais déjà, ils avaient le droit d'avoir un regard du directeur de course. Un avis consultatif. Voilà. Maintenant, apparemment, il n'y a plus. C'est les avis du directeur de course. Et on laisse les équipes libres. Maintenant, oui, quand je revois le truc avec du recul, je me dis qu'effectivement, Maximus aurait dû, après cela, ralentir et laisser tout de suite repasser Piastri. Mais je pense que Comme Piastri avait Antonelli l'a raison. fait, par exemple. Ouais, je pense que Piastri avait raison quand il disait qu'en gros, Verstappen, il avait tout relâché et que, quoi qu'il arrive, jamais il n'aurait pu prendre le virage dans les limites de piste. Je suis pas convaincu. Ouais, c'est À un certain point. disons. Bah, disons qu'à un certain point, quand tu le vois relâcher pour justement conserver la position pour dire le virage il m'appartient parce que je suis devant. En fait, pour moi, à partir du moment où il fait ça, il n'a plus la capacité de rester dans le virage. Ouais, je pense que si Piastri avait laissé la place, Verstappen aurait trouvé moyen de rester dans le coin et ensuite, je pense qu'il aurait fini par perdre la position parce que il aurait été trop désavantagé en étant du côté du vibreur. Mm. Mais je pense que ça aurait été possible. Mais c'est pour ça que dans tous les cas, je finis par me dire qu'effectivement, il avait à rendre la place ou alors se prendre 5 secondes. Mais dans tous les cas, je pense qu'il a fait exactement ce qu'il fallait en gardant la place. Parce que s'il échangeait de position, bah, c'est lui qui allait se prendre le dirty air et éventuellement, on ne sait pas ce qui allait se passer pendant la course. On ne savait pas à quel point la McLaren serait performante en rythme de course. Donc, autant garder l'avantage de la position en piste. Et c'est là où en fait je discutais dans un groupe de F1 de WhatsApp et je disais je me demande si c'est pas plus intéressant de prendre 5 secondes et de rester dans le clean air que de switcher les positions. Oui, oui, totalement. C'est pour ça que, enfin, vaut mieux rester devant et se prendre 5 secondes que l'inverse, quoi. Enfin, Mais c'est là où Piastri a bien joué, c'est qu'il est tout le temps resté juste ce qu'il fallait pour pas être trop distancé, mais pour pas bouffer ses pneus non plus, quoi. Oui, oui, je pense que. Et pourtant, Piastri a dit qu'il les avait bien bouffés, ses pneus, hein. De toute façon, il s'est arrêté beaucoup. Verstappen a vite fini par creuser l'écart en fin de relais. D'ailleurs, c'était Jolyon Palmer sur F1 TV qui disait à ce moment-là de la course que pour lui, pratiquement, c'est Verstappen qui aurait intérêt à faire un undercut sur Piastri à ce moment-là de la course, parce que justement, il était beaucoup plus rapide et qu'en s'arrêtant et se prenant les 5 secondes, il avait 3 secondes d'avance à ce moment-là. Donc, théoriquement, il serait retrouvé avec 2 secondes de retard sur Piastri. Et il aurait très bien pu les rattraper avec des pneus frais, quoi. Oui, sauf que le problème qu'il avait, c'est qu'il se retrouvait dans le trafic. Oui, c'est pour à ça cause des que 5 secondes. c'était pas possible. Mais théoriquement, à ce moment-là de la course, ça aurait pu être intéressant de le faire. Mais à cause de la pénalité, il serait ressorti derrière Hamilton, justement. Et là, il aurait perdu probablement du temps à essayer de le repasser. C'est Leclerc a été impressionnant, lui, avec ses médiums, par contre. 29 tours, je crois que... alors, si, il y a ceux qui ont fait toute la course en pneus durs, qui ont été impressionnants, mais ils avaient plus de rythme, eux. Mais oui, non, Leclerc, même franchement, il est plutôt loué depuis le début de saison et je pense que c'est mérité parce que là, sur la triplette qu'on a eue, Suzuka, Bahreïn et Jeddah, j'ai trouvé qu'il méritait pour moi ce statut symbolique de top 3 mondial en F1. Parce que il a été relativement impressionnant. Que ce soit dans sa défense à Bahreïn sur Norris qui était excellente, son rythme de course à Jeddah ou
ou à Suzuka où il tire le maximum de ce qu'il peut faire en terminant devant Russell qui avait plus de rythme. Donc je pense que c'est très très bien et il continue de s'affirmer. Maintenant, il manque que Ferrari dans la lutte aux avant-postes parce que franchement, si tu ajoutais Leclerc dans la lutte entre Piastri, Verstappen, Russell pour la pole, ça aurait été incroyable. Grave. Donc, et si Norris s'était pas mis dans le mur, ça aurait été sympa aussi, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la situation actuelle McLaren? Est-ce que Norris finito, surcoted, ou est-ce que Piastri futur GOAT? Je lis mes inspirations sur X. C'est de mon- C'est un porte-pièce, comme on dit. Ouais, bah écoute, j'essaye de m'adapter, hein, c'est ce qu'il faut. Faut s'adapter aux Oui, nouvelles tout à fait, tout générations. à fait, tout à fait. Tout pour le content. Tu veux Qui commencer, reste au Pierre? café ce soir, j'allais les insulter. J'ai du mal à me prononcer parce que quand j'ai vu Hamilton gagner la sprint, j'étais en mode oh c'est trop bien et après j'ai vite déchanté. Mais pour Norris, je sais pas. J'ai peur qu'il soit un peu dans une spirale négative et que ça aille pas mieux. Ou alors il arrive à faire quelque chose à Miami parce que c'est un circuit qu'il a toujours plus ou moins aimé, j'ai l'impression. Il reprend confiance en lui et là ça repart sur un duel un peu à la Rosberg Hamilton 2014-15. Ouais. Bah, après, quand même, McLaren a moins d'avance que Mercedes à cette époque, mais Oui. ça pourrait être intéressant. Bah, Mais surtout après l'Espagne. C'est en Espagne, je crois que les ailerons flexibles sont interdits. oui, oui, oui. Donc à voir Mais s'ils sont toujours aussi dominants. euh, voilà, ce sera ça la question. Après, honnêtement, je me l'affaire des ailerons flexibles, j'ai même pas plus pensé que ça. Parce que visiblement, McLaren, c'est pas quelque chose qui semble plus les inquiéter. Euh, donc voilà. Et, Faudra euh, voir. et, et puis après, c'est vrai que de manière générale, ils ont un assez bon appui mécanique. Euh, et finalement, cette année, hein, tu regardes, c'est les circuits qui demandaient le plus d'aéro où ils ont été peut-être le moins à l'aise. Enfin, je pense le Japon et là, Jeddah. Maintenant, Norris, je suis surpris parce que pour moi, je l'ai jamais vu dans cette position. Et je parle là depuis la fin de l'année dernière. Euh, je l'ai jamais vu. Enfin, ça a toujours été un pilote qui avait pas mal de sang-froid, je trouvais. Moi, je reste traumatisé par son super dépassement sur Leclerc à Imola en 2021. À la relance, sur une piste qui est à moitié humide, à moitié sèche. Il est allé chercher Leclerc à la relance pour lui chipper le podium. Et pendant cette époque, 2021-2022, Norris était vraiment l'outsider improbable qui était dans une McLaren qui était pas terrible et à chaque fois il arrivait à battre les Alpines, Aston Martin, parfois prendre un podium, enfin à faire des performances assez magistrales. Donc, et aussi son premier podium en Autriche en 2020, quand on lui dit il faut que tu enchaînes 3 tours de qualification pour rattraper Hamilton qui a 5 secondes, il les a fait quoi. Donc je l'avais jamais vu, comment dire, je pense pas qu'il craque sous la pression. Euh, Fin 2024 un petit peu pour moi quand en roue contre Verstappen il est totalement perdu. Mais là, pour le moment, j'y vois plus un Norris qui en manque de confiance, plus dans la MCL 39 que qu'en lui-même. Après, naturellement, ça se répercute, mais là, ce week-end à Jeddah, il était pour moi le favori pour la pole position. Il avait un petit peu plus
le petit dixième de plus qu'il fallait sur Piastri. Le reste de l'année, en revanche, ça a surtout été un manque de confiance dans la McLaren, quoi. Donc c'est pour ça. Après, effectivement, Piastri, je l'ai toujours un peu comparé au Raikkonen des temps modernes. Donc forcément, on se dit, lui, bah, il ressent pas la pression, tout ça, et Norris, il fait un petit peu plus friable. Mais quand tu regardes Hamilton, c'est pareil. Hamilton, ça a toujours été le premier à s'auto-flageller publiquement, et pourtant, en piste, il faisait ce qu'il fallait, quoi. Donc, L'expert, c'est surtout Leclerc. Leclerc, il a longtemps été en mode non, non, mais je suis ouais. Je suis une merde, impardonnable. je suis une merde. Oui. Après, je suis d'accord qu'il y avait la spirale de c'est trop. Et peut-être que Norris est entré dans la spirale de c'est trop. J'ai un peu cette impression. Et Fred Vasseur, justement, à l'époque chez Sauber, avait beaucoup aidé Leclerc à sortir de cette spirale. Donc maintenant, est-ce que Zak Brown, Andrea Stella seront capables de dire à Norris, bon, devant les médias, t'apprends à tenir ta langue. Et, Je suis curieux de voir si la méthode Vasseur va porter ses fruits pour la nouvelle réglementation. alors, là, je sais pas plus. Après, je sais qu'il a un petit regard technique, Vasseur, parce que c'est un ancien ingénieur. Mais déjà, enfin, à part sur les 2 premières courses, Ferrari était globalement, enfin, depuis 2024, Ferrari sont globalement une bien meilleure équipe qu'ils ne l'étaient les années précédentes. Même si la performance n'est pas toujours là, il y a un opérationnel qui se sent plus efficace. Leclerc en faisait la réflexion après Jeddah. Ils ont cette année la meilleure équipe au stand. Ils ont presque à chaque fois les meilleurs temps en arrêt au stand. Donc c'est aussi à souligner, c'est le preuve qu'il y a un management derrière qui a bien repris les choses en main. Donc moi je suis relativement en confiance avec Ferrari. Maintenant, c'est juste voir comment ils vont être capables de remonter vers le sommet, quoi. Mercedes, par exemple, pour moi, ils sont tout juste dans cette phase de reprendre confiance. Je pense que de ne plus avoir Hamilton, ça les libère aussi. Parce que pendant trop longtemps, ils étaient dans cette optique de il faut venger Lewis, on est Mercedes, tout ça, et avant de se rendre compte que c'était trop tard, quoi. C'était pas comme ça que ça marchait, que être aux avant-postes n'était pas un dû, ça se méritait. Et pour eux, pendant des années, c'était un dû. 8 ans à être devant, tu prends l'habitude. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça, je pense que Mercedes, ils sont tout juste en train de se refaire. McLaren, je trouve que il leur reste un petit peu de travail, mais je dis ça uniquement parce que cette année, ils n'ont pas été mis vraiment sous pression. L'an dernier, combien de fois ils ont gâché des opportunités à cause de la stratégie, le muret des stands qui n'était pas très en confiance. Red Bull, bon, ils sont toujours... ça reste, en termes d'opérationnel, je pense, l'équipe de référence. Même si techniquement, c'est plus trop ça. Faudra voir ce que ça donne, hein, parce qu'ils ont perdu pas mal de monde en Adrien. 1 an. Ouais, Adrian, Jonathan Whitley aussi, qui contribuait beaucoup hein, dans la cohésion d'ensemble de l'équipe, et c'est pour ça que je pense que c'est un très bon recrutement pour Kick Sauber, Audi, machin. Bon, on le verra l'année prochaine, hein, pas cette année. Mais bon. Et d'ailleurs, en termes de rookie, parce que là je pensais à Antonelli, en termes de rookie, c'est lequel qui vous bluffe le plus? Nadjar. J'attends J'attendais que tu dises Nadjar. Moi, j'en attends beaucoup, moi. Parce que moi, je suis assez étonné. Alors, je trouve la prestation d'Adjar et Antonelli assez impressionnante.
Mais surtout Antonelli parce que il est dans un top team qui fait pas d'erreur et que je pense que c'était lui le plus exposé au shitstorm médiatique Totalement. et qu'on n'entend pas du tout parler en finale. Et Je peux pas être objectif avec Antonelli. J'ai envie de lui pincer les joues quand je le vois. Je trouve qu'il a trop une bonne bouille. C'est un petit enfant dans une F1. Il me fait trop délirer. Donc oui, Antonelli 1000 fois. Mais je suis très très impressionné par Adjar aussi. Et j'espère que Adjar va continuer à parfaire. J'aime beaucoup. ouais, j'ose pour faire un point. Douane, je n'attendais strictement rien Pareil. parce que il a eu ses coups d'éclair dans les catégories de promotion, mais c'était très très irrégulier à chaque fois. Il y avait beaucoup C'est quoi son d'erreurs. meilleur classement en F2? Troisième, je crois, quelque chose comme ça. Déjà en F3, il finit deuxième dans l'année où il y a personne, en gros. Donc c'était pas très. C'est troisième en 2023 quand Pourchaire est champion devant. Je sais même plus qui. J'imagine chez Alpine là comment ils doivent être se mordre les doigts d'avoir perdu Piastri pour Douane. Bah oui, non, mais bien sûr. Et franchement, là, dans le clan Piastri, enfin, je suis obligé de parler de Mark Webber parce que il lui a sauvé sa carrière aussi, hein, parce que derrière, il a une super équipe de management et un super manager. Donc, tu peux être certain que dès l'instant que les choses vont pas dans le sens de Piastri chez McLaren, Weber, c'est le premier à gueuler. Piastri, il n'a pas à s'inquiéter de ces choses-là parce que je pense pas que ce soit. Tu vois, quand je le décrivais comme un Raikkonen des temps modernes, Raikkonen, c'était pas le pilote qui allait ouvrir sa gueule et se plaindre dans l'équipe quand ça allait pas dans son sens. Il montait dans la voiture et s'il était pas content, il performait pas. Je vais pas dire que je vois Piastri exactement pareil, mais je pense que c'est très bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour gueuler à sa place. Raikkonen, à ses débuts, il était entre guillemets souriant ou déjà cynique? Oh, Il était ailleurs surtout. Il a jamais été concerné par la F1. Il a toujours été très timide, Raikkonen. Au début, il était un petit peu souriant, mais c'était des petits sourires de gêne. Pareil, Raikkonen, au début, tu dis oui, petit Raikkonen. Oui, non, mais Parce que quand tu revois ses interviews de 2001, il est un dans enfant. la lune, t'as l'impression qu'il vient de se lever et il a un petit sourire en coin et c'est tout. Ça, avec ses yeux bleus, là, il est dans la voiture, tout va bien, c'est cool. Mais Raikkonen a toujours eu ce côté, je suis là pour conduire la voiture qui va vite. Il en a rien à foutre des médias, il en a rien à foutre de rien, et il a raison. Je sais pas si Piastri a ce côté-là de Raikkonen, pour le coup. Il est il est assez déconnecté, pour la inexpressif. voiture. hein. Il est très déconnecté aussi. Ouais. Mais avec la passion du pilotage, tu penses? Comme Bah, comme je me l'imagine de Raikkonen. Tu te retrouves pas là sans passion. C'est vrai aussi. Ah si, il y avait, je sais plus comment il s'appelle, le russe. Sirotkin? Non, celui qui avait acheté l'écurie. Mazepin. Mazepin. Non, je voulais vraiment dire Sirotkin. Mais je sais pas, parce que Piastri, il y a quand même c'est pas tout le temps le cas, mais il y a ce même où il est assis sur une chaise et en train de siroter, je sais plus quoi, et il a le regard en coin en train de sourire, et je trouvais ça. J'imaginais mal un Raikkonen faire ça. Ouais. Bah, c'était pendant un drapeau rouge, ça, je crois, je sais plus quoi. Ouais. Mais oui, non, Piastri, il a toujours été très. Et c'est très amusant de voir. Sa mère fait beaucoup d'interviews, de petits trucs comme ça, des podcasts et tout. Et quand elle parle de Piastri, sa sœur aussi, hein, quand il parle de Oscar Piastri, ils sont tous en mode, mais il est comme ça dans la vie de tous les jours, il est ailleurs. Enfin. euh, C'était au Grand Prix d'Australie ou je sais plus quoi. Enfin,
il était dans une suite royale, ou je sais pas quoi, dans un hôtel. Et il est en visu avec sa mère, et à un moment, sa mère lui fait: «Oh, mais elle est trop belle cette tapisserie, mais t'es où, tout machin?» Il fait: «Oh, ouais, je sais pas, ouais, je suis dans la suite royale de machin truc, quoi.» Et sa mère, elle pète un câble, elle fait: «Quoi? Mais c'est pas possible, mais attends, mais fais-moi voir.» Il fait: «Ouais, ouais, c'est ça, elle voit une super pièce, tout machin.» Elle dit: mais tu peux pas t'adosser là-dessus, mais tu peux pas.» Il fait: «Oh, je sais pas, non, c'est juste un mur.» Enfin, donc oui, Pragmatique. ouais, non, mais c'est quelqu'un de simple. Voilà. C'est très simple. Je vais pas aller à Simplet, mais voilà, c'est quelqu'un de simple. Et en piste, moi, c'est pour ça que je le vois beaucoup comme Raikkonen. C'est pas le même homme derrière le volant et derrière une caméra, quoi. Et c'est pour ça qu'on aime ces pilotes-là aussi. Maintenant. Jim Clark, quoi. Hmm. Un Jim Clark. Détendre. Oui, non, mais voilà, c'est différents hommes. Et c'est là, d'ailleurs, Piastri était aussi, naturellement, très très fan de Daniel Ricciardo. Donc c'est aussi une belle histoire qui perpétue un peu l'héritage australien. Mais Comment il fait pour pas se retrouver chez Red Bull, du coup, avec les gens qui connaissent? de quoi, pardon? Comment il fait pour pas se retrouver chez Red Bull, du coup, dans sa carrière, avec ce monde autour Bah de lui? justement, ils l'ont peut-être prévenu. Oui. Ils ont dit non, on va pas là-bas. C'est possible. Alors, non, parce que je crois que Weber arrive après Renault. Hmm. C'était quand? En fait, le problème, c'est depuis l'arrivée de Max, il est extrêmement dominant dans l'écurie. Même, Bah, enfin, tout le monde a foiré à côté de lui. Perez s'en est plus ou moins sorti pendant un moment, mais ça a été cheap. ça a été une histoire de contrat aussi, visiblement. Pour qui, pardon? Perez. Non, mais je parle en termes de pilotage de performance dans la voiture. Hmm. Sur la Parce fin, qu'en c'était plus termes ça quand même. politiques, Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est en 2020 que Mark Webber arrive dans la carrière de Piastri. Il me semble que c'est vraiment en courte saison, fin de saison. Et il est déjà dans la Renault Sport Academy à ce moment-là. Et oui, Weber a vraiment sauvé un peu sa carrière parce que déjà, quand Renault lui trouve pas de volant pour 2022, c'est le premier à gueuler. Quand Williams commence à montrer de l'intérêt et qu'il commence à... Renault est en train de négocier avec Williams pour lui trouver une place. Weber, apparemment, c'est celui qui a gueulé en disant: non, non, mais vous foutez pas là-bas, en fait. Vous foutez pas. Non, mais parce qu'imaginez, il y a un monde où Oscar Piastri remplace Nicolas Latifi, en fait. Et il est ça aurait équipier d'Alex Albon. temps. Je sais Pardon? pas, on aurait vu quand même que Piastri était un pilote extraordinaire, même Oui, mais dans le... peut-être qu'il sera arrivé plus difficilement C'est sûr. parce que tu es dans une Euh, équipe de fond de gris. Alex Albon, par exemple, est aussi un très bon pilote. Il aurait eu plus de mal à se distinguer de Albon. Et au moment où il fallait dégager Ricardo, bah, peut-être que McLaren aurait été prendre, bah, par exemple, Pierre Gasly, qui était disponible sur le marché à ce moment-là. Et qui était aussi en discussion avec d'autres équipes. Donc, J'aurais bien aimé voir cette histoire aussi, d'ailleurs. Si tu bah, peux avec plus l'écrire. d'expérience, tout ça. Donc, ouais, et c'est vraiment en 2023 quand il est toujours pas. Enfin, il a tout. Non, c'est quand ils annoncent que Piastri arrivera en 2023 chez Alpine à la place de Alonso, que là, le management a vraiment fait son boulot parce qu'ils ont profité du fait qu'il n'avait pas de contrat, le con. Et, un Piastri, enfin un univers alternatif où Piastri va chez Williams, je le vois comme la trajectoire de Russell. oui. Mais après, le truc, c'est que Russell, il y avait Mercedes derrière, et qu'après, il a fait Williams-Mercedes, tu vois. Donc, Hmm. fond de grille, avant-poste. Là, s'il avait fait Williams-Alpine,
Le step est pas gigantesque. Après, Russell, il a été. Je trouvais qu'ils ont trop traîné à le remplacer. Ils auraient dû enlever Bottas plus tôt. Ah, je suis d'accord. Mais surtout, sa prestation quand il a remplacé Hamilton qui avait le Covid, mais c'était impressionnant. Le fameux Grand Prix maudit, tu veux dire, sa première victoire qui n'a jamais voulu arriver? Je veux dire, il était dans une monoplace qui n'était pas à sa taille, et dans une monoplace qu'il découvrait. Enfin, même s'il fait du simulateur, ça reste sa première fois. Il les a giflés, littéralement tous. Et Bottas 2 fois. Oui, dans les courbes, dans les S là, rapides, c'était monstrueux, quoi. C'est sans doute une de ses plus belles courses, quoi. Ouais, c'est possible, surtout quand tu connais le contexte. C'est incroyable. C'est pour ça que pour moi, en 2021, ça aurait dû être Piastri dans la Mercedes. Piastri. Avec Bottas, oui. Et Hamilton chez Williams. Mais Hamilton chez quoi? Chez Williams, tu vois. Ils font l'échange. Oui, bien sûr. Il aurait signé tout de suite, Hamilton. Non, mais il y a un moment, enfin... moi, je comprends parfaitement les raisons qui ont fait que Mercedes n'a pas voulu mettre Russell tout de suite dans la voiture. Et c'est par rapport à Hamilton, pas par rapport à Russell. Parce que dans une époque où on jouait le titre et on commençait à perdre du terrain sur la concurrence, eh ben, engager un pilote qui aurait pu rivaliser de manière régulière face à Hamilton, dans un cadre où Russell avait besoin de prouver son talent, où Hamilton avait besoin de prouver que c'était lui le patron, ça aurait pu faire un répétita de Ferrari en 2019 entre Leclerc et Vettel. C'est quelque chose qu'on aurait voulu éviter. Rejouer 2019, mais mettez Russell à la place de Bottas. Verstappen est champion bien avant la fin de saison. Parce que Russell prend des points à Hamilton. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là où Bottas, la seule chose qu'il a fait de la saison, c'est qu'à un moment en Espagne, on lui a dit laisse passer Lewis et il a mis 5 virages de plus pour le laisser passer. Et finalement, Hamilton l'a dépassé tout seul. Après, Bottas aurait fait un... Bottas aurait été un bon lieutenant, il aurait fait gagner Hamilton en 2021. Quand ça? Quand il se battait avec Verstappen. Oui, mais il a pas mal aidé Hamilton quand même en 2020. Enfin, non, il a servi à rien. Parce qu'au Mexique, il aide Verstappen à gagner, mais... C'est un peu différent. Mauvais exemple. Non, il a peut-être raison là-dessus. Hein. C'est pas sûr que... Je reste marqué... Parce que Pérez n'était pas beaucoup mieux. Hein. Pérez a aidé... à la défense. Tu peux pas dire ça. Il a aidé Verstappen à ralentir Hamilton, ce qui lui a laissé le temps de changer ses pneus. C'était 20 secondes. C'était 20 secondes importantes. C'était ça. Oui, c'était les 20 secondes les plus importantes du Grand Prix et de la saison. Oui, ça, c'était 10e. Il pouvait rien faire. Alors qu'un Russell, Yuki Tsunoda, le pauvre. Un Russell aurait été bien plus haut. Ah oui, mais sur le dernier Grand Prix. À ce moment-là, Hamilton aurait eu autant de points de la saison. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un week-end où Russell, ou plus de week-ends où Russell aurait terminé devant Hamilton, où il aurait pris des victoires que Hamilton a prises? Par exemple, rejoue Silverstone 2021. Si Russell était dans la Mercedes ce jour-là, est-ce que c'est pas lui qui aurait gagné? C'est lui qui aurait sorti Verstappen. En 2021, Bottas, il y a 7 courses où il fait pas de points. Ouais. Mais 7 courses où il marque 0 points. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes en 2021, et c'est pour ça, une des choses pour lesquelles je peux adorer cette saison, c'est que quand tu as une première ligne Hamilton-Verstappen, à la fin du 4e, 5e tour, tu as Hamilton 1, Verstappen plus 1.2 et 3e Bottas plus 8 secondes. Ou Pérez, hein, mais ils étaient dans un autre monde, les deux. Et je pense que dans ce contexte-là, Russell aurait été capable de suivre les deux autres.
Ouais, je pense qu'en fait, il aurait permis à Mercedes d'avoir la stratégie, l'option, de pouvoir se battre à 2 contre 1. Oui, mais ils se seraient battus entre eux aussi. Je sais pas, parce J'ai que envie de dire. Russell, à ce moment-là, il est très jeune. Tu dis qu'il a on connaît Mercedes, il aurait été sûrement dans un environnement plutôt safe où on lui aurait pas dit t'as 2 courses pour performer sinon t'es viré. Et peut-être bien qu'il aurait accepté de servir l'équipe et de faire gagner Hamilton. Hein. Oui, Moi, mais je si dès le peux début de imaginer. saison, il est aussi performant que Hamilton, Tu pourquoi crois qu'il aurait vraiment été aussi performant qu'Hamilton Ah, mais début j'en de... doute pas une seconde. Bah, disons que j'aurais bien envie de contredire, mais l'exemple qu'on a donné tout à l'heure de la première course de Russell dans une Mercedes est juste un contre-exemple parfait, quoi. Et encore une fois, je prends le cas de Leclerc. Hein. Quand Leclerc arrive chez Ferrari, on se dit, on verra à la mi-saison où il en est. Dès la deuxième course, il humilie Vettel pratiquement. Et c'est une tendance qui s'est plus ou moins continuée et où Ferrari a très vite compris que ça servait à rien de demander à Leclerc de faire le lieutenant parce que Leclerc était aussi performant, parfois plus. Donc, et en fait, psychologiquement aussi, Hamilton aurait été moins en confiance d'avoir un pilote à côté de lui qui le remette plus en question qu'un Bottas, par exemple. Et ça aurait créé un climat très différent en interne. C'est pour ça que je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant à regarder, mais pour Mercedes, ça aurait été ingérable. Il suffit de voir 2022. Hein. Déjà en 2022, ça se passe pas très très bien au début. Et pourtant, ils jouent pas des victoires, quoi. Loin de là. La voiture y est plus trop, enfin, c'est vraiment différent. Ah bon. Je m'en rappelais pas, mais les courses sprint en 2021, elles rapportaient que 3 points au premier. Ouais, ça faisait 3-2-1. C'est Et fou, après, ça. tout le monde a dit, mais en fait, ce truc sert à rien. Et après, on fait, bon, on va donner un top 8, des points au top 8. Bon, C'était pas ça qu'on voulait, tant pis. pareil, mais bon. Ouais, là. Je repense du coup à la gamme des rookies. Je disais, Adjar m'a beaucoup surpris parce que déjà, c'est un pilote, j'attendais pas grand chose de lui. Même si l'an dernier en F2, j'ai été agréablement surpris. Pour moi, c'est le meilleur pilote de la saison. Même s'il a eu 2-3 week-ends un peu absents. Mais c'était le pilote le moins bien préparé avec Bortoleto en termes de temps de roulage en F1. Ils en ont pas eu beaucoup, tous les deux, comparé aux autres. Et dès le premier week-end, il charbonne dans les mêmes dixièmes que Tsunoda. C'est assez impressionnant. Alors naturellement, il y a des petites erreurs ici et là. Mais dès son deuxième week-end en Chine, il est aussi assez impressionnant. Il se bat dans le peloton. Il fait des choses très intéressantes. Donc vraiment, ça mettre effectivement au crédit de la Racing Bulls qui est plutôt performante. Mais aussi, c'est comment dire, c'est un très bon signe parce qu'il montre qu'il a beaucoup de maturité en piste. Il montre pas mal de sang-froid, malgré le fait qu'il arrive avec la réputation d'un pilote qui hurlait beaucoup. Mais Ça se voit quand même entre les lignes. pardon, Tu sens bien qu'il n'est pas serein tout le temps quand même. oui, mais en piste, en tout cas, je le trouve très. Non, il fait pas de saloperie en piste. Ouais. Et dans les quelques batailles qu'il a eues en piste, j'ai vu un pilote mature, quoi. C'est là où je suis vraiment le plus impressionné. Puis il est meilleur que Lawson. Pour le moment, oui. Donc c'est plutôt très très cool. Dans mon petit roster, effectivement, Antonelli, c'est plus ou moins là où j'avais envie de l'attendre, pour être honnête, mais j'avais peur qu'il fasse pas bien. Donc je suis très content de le voir bien faire. Tenir top 6, c'est beau. S'il arrive à ça sur toute la saison, à tenir top 5, top 6, bien joué garçon quand même. Hein. Je m'attendais à ce qu'il se crache plus, au vu de ses premiers essais. Au moins des erreurs. Il faut pas oublier, hein, il est italien. Ça joue, hein. Non, Ceci dit, il est plus expressif que Piastri pour le coup. Mais on le voit pas trop en interview, étonnamment. Non,
Ils le gardent secrètement, je pense. Ben, ils ont raison, je pense, de le préserver un peu. Surtout que je vais être très curieux, parce que là, on va arriver à son Grand Prix national en Émilie-Romagne, sachant qu'il est de cette région, hein, c'est la Bologne, ou je sais plus quoi, mais il est de là-bas. Donc, le monde va être très curieux de voir comment les Italiens vont l'accueillir, parce que... On a ouais, peut-être Ferrari aussi va être attendu. Oui, en fait, c'est ça le truc. Apparemment, même les pilotes italiens sont pas toujours bien accueillis parce que Ferrari Ou rien. reste Ferrari, tu vois. Euh, Par exemple, je crois que c'était une histoire de Patrese, et je crois qu'il s'était fait huer une fois quand il était chez Williams, parce qu'il se battait contre les Ferrari, ou je sais plus quel pilote italien, quoi. Donc, tu vois, c'est dire, quoi. Alors que le mec avait une machine qui jouait des victoires et le titre. Donc, ouais, je vais être très curieux de voir comment il va être accueilli, mais je pense qu'il va être bien accueilli parce que c'est un personnage adorable. Comme quand tu dis, m'a acheté un petit en blanc. Voilà. C'est pas bien ce qu'on fait, on n'a pas le droit de faire ça. Oui, c'est vrai, parce qu'on est des mâles d'un certain âge. C'est ça. Mais il a 18 ans, c'est légal. Non. Ouais, non, j'aurais pas dû dire ça. On va couper au montage. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Right. Donc, je sais même plus ce que je disais. Ouais, non, Antonelli, non, il est vraiment adorable. Il est très charmeur, très plaisantin, et il a beaucoup d'humour. Donc voilà, ça le rend on ne peut plus appréciable. Il y a un truc sur Antonelli que je voulais dire, je me rappelle que maintenant, je sais plus sur quelle course c'est. C'est ou en Australie ou en Chine, je sais plus. Ouais. Où on lui dit maintenant tu peux pousser pour rattraper le mec devant toi, je sais plus qui c'était. Ouais. Et où tu le sens à la radio complètement essoufflé, mais j'en peux plus, je suis au taquet. Et il dit ouais j'y vais, je suis à fond là. Et tu le sens rien que dans sa voix, tu sens que oui, il est déjà 10% au-dessus de ses capacités, mais c'est pas grave, j'y vais. Ouais, J'aime bah, beaucoup aussi l'esprit. c'est là que c'est intéressant aussi, hein, c'est que physiquement, c'est un autre niveau, quoi. Et effectivement, pour les jeunes pilotes, bah, C'est un défi. enfin, surtout, je pense, c'est très intéressant cette génération de pilotes. Je veux dire, depuis les Leclerc, Verstappen, tout ça. Tu vois physiquement comme ils ont changé. C'est pas juste ils ont grandi naturellement. C'est voilà. Enfin, tu compares George Russell. Pour moi, Russell et Norris, c'est vraiment ils faisaient vraiment petit enfant quand ils sont arrivés ceux-là. Et là, tu les vois. Enfin, c'est bon, c'est des jeunes hommes, mais tu vois que vraiment physiquement, ils ont énormément évolué. Effectivement, bah, surtout Russell qui aimait se foutre tout le temps tout nu, enfin torse-poil. Bottas. Hein, ouais. Quand Bah, même. tu vois que la tradition de la comment dire, tu vois que vraiment, enfin, à 18 ans, bah déjà le corps est pas fini, tu vois, de mûrir, et donc. Hein Regarde, j'ai des photos sur mon disque dur. Non, mais voilà que physiquement, la F1 demande beaucoup plus que ce que peut-être tu es encore capable de complètement donner à cet âge-là, surtout maintenant que on est sur des circuits avec beaucoup de force latérale et des F1 qui vont maintenant très très vite, tout ça quoi. Si tu prends l'exemple de Vettel entre 2007 et 2013, tu vois, bon, tu vois qu'il a plus 15 ans, mais il fait encore très jeune, tu vois. Tu vois pas une énorme évolution physique, et pareil pour Hamilton, tu vois. Ça a vraiment été, je pense, sur cette génération de voitures depuis 2017 où tu vois à quel point les pilotes ont besoin d'encore plus. Il y a plus d'exigences physiques et que pour les jeunes pilotes, c'est plus exigeant. J'ai dit 3 fois exigeant dans la même phrase.
Les virages de Jeddah à 250, faut tenir la tête. Ah oui, oui, oui. Rappelez-vous Berman l'an dernier, quand je crois qu'il sortait pas de la voiture, par exemple. Enfin, il était pour ses premières sessions, il était pas bien. Ou même De Vries à Monza, pour sa première course, il était rincé, quoi. Il n'arrivait pas à sortir de la voiture non plus. En plus, tu sors de la F2, de la F3, tout ça, tu te dis c'est bon, je sais ce que c'est le sport auto, j'ai compris que c'était dur, j'ai compris que c'était physique, et puis tu arrives dans la machine à laver, tu te fais éclater, quoi. Ouais. Non, mais c'est. Je l'ai pas regardé, mais je crois que quelqu'un s'est amusé à faire une vidéo comparative des rookies à Jeddah sur les caméras embarquées pour voir lesquels sont le plus fatigués. Ou juste ça, tu vois, enfin, comment la tête ballotte. Sinon, bon, Berman, on n'en parle pas beaucoup, mais il est exactement là où je l'attendais. T'as l'impression qu'il est là depuis 4-5 ans. Rookie ou pas rookie, Berman? Bah, rookie, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, t'as l'impression que, bah ouais, il conduit la Haas, oui, normal, oui. Ça doit être frustrant après avoir passé chez Ferrari. Mais surtout, objectivement, c'est le rookie le plus performant parce qu'il a déjà battu son équipier en qualif en course 2 fois. Donc, après, la Haas, c'est vraiment un cas particulier, hein, c'est un week-end sur l'autre. Mais il est très proche de son coéquipier de manière générale. Enfin, non, il y a Adjar, évidemment. Adjar, ça Est-ce que compte c'est pas. pas. Le truc, c'est que Ocon, il est chez As que depuis cette année, alors que Russell, ça fait déjà quelques années qu'il est chez Mercedes. Donc je pense que c'est quand même plus facile de battre Ocon chez As que de battre Russell chez Mercedes. Ah, oui. Je pense que c'est plus facile de battre Ocon que Russell. Aussi, de base. Je pense pas prendre beaucoup de risques. J'adore Ocon, hein, mais aussi, surtout, je pense que Berman a beaucoup plus de bouteilles que Antonelli. Antonelli et Berman, avec Douane, je l'oublie souvent, mais ce sont les pilotes les mieux préparés à la Formule 1 parce qu'ils ont fait énormément de sessions privées, beaucoup de roulage depuis 2023, hein, Berman et... Adjar aussi. T'as dit qui, Berman et Douane? Adjar, non, Berman, Antonelli et Douane. Douane. Ouais, ok. Non, Adjar, non, pas du tout. C'est celui qui est le moins préparé avec Bortoleto en termes de kilomètres parcourus. Parce que justement, Adjar, il est arrivé en 2023 dans la Red Bull Academy. Donc, il est vraiment très récent. Ou 2022, je sais plus, mais en cours de sa saison de F3. Et c'est vraiment que depuis l'an dernier où on a commencé à l'envisager comme un potentiel pilote Red Bull. Parce que le plan sur le moyen long terme, on rappelle que l'an dernier, quand on commence la saison, on a Verstappen, Ricciardo, Perez, Lawson, Tsunoda. Ça fait 5 pilotes. Il n'y a pas de place pour Adjar dans ce scénario. On n'avait pas spécialement prévu d'exclure Perez-Ricciardo d'un coup. Donc, naturellement, ça a ouvert une porte plus vite, mais je pense que Red Bull ne voulait pas particulièrement le promouvoir rapidement. Et c'est le fait qu'il ait eu une bonne saison en Formule 2 et que ses tests en F1 étaient plutôt convaincants qui a poussé l'équipe à lui donner sa chance. Bortoleto, c'est plus ou moins pareil. Il a fait quelques sessions de roulage avec McLaren. Il est arrivé dans l'académie McLaren l'an dernier, Bortoleto. Et Kick Sauber l'a signé en cours d'année parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait personne qui voulait rouler pour eux et qu'ils n'avaient personne. Donc, mais il n'a pas fait de session plus que ça. Après Lawson, bon, on le compte plus comme un rookie, mais il était bien évidemment aussi très très préparé. Donc ouais, Berman, pour moi, c'est une confirmation à ce stade, plus qu'une révélation, mais je trouve qu'il fait exactement ce à quoi ce dont on pouvait espérer de lui. Il est pas.
assez médiatisé pour pouvoir avoir un, enfin pour se faire la remarque autrement qu'en allant voir les stats, de se dire ah oui tiens il est fort. Bergman? Oui. Ah oui, oui, oui. Et il est assez invisible médiatiquement. Mais c'est pas plus mal pour lui d'un côté, mais à part l'année dernière en F2 où il a été nulle part, euh, il a une carrière incroyable. Je vais essayer de la reprendre. Et encore l'an dernier, enfin, on rappelle que ces saisons de Formule 2 qui n'ont aucun sens et qu'en plus de ça, la saison avait pas commencé, qu'il savait qu'il serait en F1. Donc au bout d'un moment, C'est compliqué, ouais. ouais. Moi aussi, j'aurais du mal. À aucun moment la nouvelle méthode de points de la super licence n'a bloqué un pilote aujourd'hui. Non. Je sais même pas qui c'est le dernier à avoir été bloqué. Qui ça? Le dernier pilote à avoir été bloqué parce qu'il avait pas les points sur la super licence, je sais même. C'était merde, Herta. Colton Herta, j'allais dire un américain. Un champion d'IndyCar. Enfin, je sais même pas s'il est champion Herta, si. Si. Parce qu'on rappelle qu'à la base, avant Piastri, McLaren voulait Herta. Hein. Et qu'ils ont Il aurait peut-être été magique. Hein. Si ça se trouve, il vaut 2 Piastri. On saura jamais. Ouais, champion de F4 Italie, F4 Allemagne en 2021. Troisième en F3 en 2022. Sur sa première année de Formule 2, il fait 4 victoires en 2023. Et l'an dernier, bon, il gagne 3 courses, mais il finit 12e du championnat. Sachant qu'il a raté quand même quelques épreuves pour aller faire de la F1. Et que à 2 de ces 3 reprises, enfin non, à chaque fois qu'il a raté de la F2 pour faire de la F1, il a marqué des points en F1. Non mais il était dans une Ferrari. Oui, mais dans une As aussi. Il a roulé Ah oui, c'est à vrai. coup dans la As, il a mis des points. Il a fait un dépassement sur Hülkenberg à quelques tours de la fin, à un drapeau jaune. Et il avait battu Hülkenberg les 2 fois en plus, de mémoire, où il a remplacé Magnussen. Donc vraiment... Il n'a jamais été champion, Colton Herta, pardon. Pardon ? Colton Herta, il n'a jamais été champion, pardon. Ouais, bon, bah, deuxième. Voilà. Mais c'est un champion dans nos cœurs. C'est ce qui compte. Mais, sa carrière n'est pas finie. Hein. Non, pas du tout. Il fait 2e l'année dernière. Pas impossible que cette année. Mais Birman, j'ai du mal à le voir dans une top team. Il n'y a pas la place en ce moment. Ben, dès l'instant qu'Hamilton n'est plus là, ce sera Bergman qui sera là pour le remplacer. Pour Ils vont vraiment se séparer d'Hamilton tout de suite. Bah non, mais dans 2-3 ans. Bon, faudrait pas se le faire voler entre-temps. Hein. Pardon ? Faudrait pas se le faire voler entre-temps. Hamilton ou Birman ? Birman. En fait, je pense que je vais être très cynique, mais on arrive à un stade où on a plus de chances de voler Bergman qu'Hamilton. Il y a des chances, oui. Le bon move, c'est plutôt Birman. Plaçons-nous dans un scénario hypothétique où Hamilton reste à ce niveau de performance en 2025 et 2026. Ça va le saouler. Ça va pas saouler que lui. Hein. Lui, potentiellement, ça va le saouler. Et Frédéric Vasseur va s'approcher, il va lui dire, tiens, ça te dit pas d'aller tenter d'autres compétitions pour Ferrari ou... Fred Vasseur et les tifosi aussi, je pense, d'ailleurs. Et les tifosi aussi. Hein. Bah oui, non, mais même déjà, je lis pas du tout ce que ça peut dire médiatiquement, mais je suis persuadé qu'il se fait descendre déjà dans la presse italienne, Hamilton, je serais pas surpris. Je sais pas, il a quand même une aura... Tifosi, ils ont un septuple champion du monde qui arrive, je pense qu'ils vont lui laisser une petite demi-saison, genre. Après, ça risque d'être compliqué. Hein. Ça dépend, Vettel, comment ça s'est passé quand il est arrivé chez Ferrari ? Bah, il a gagné dès sa 2e course. Ouais, c'était un héros, quadruple champion du monde. Et la différence, c'est que en 2015, c'était le 2e meilleur pilote de la saison. Rosberg a fait une année de merde en 2015. La seule raison pour laquelle Rosberg finit devant Vettel, c'est qu'en fin de saison, il gagne 3 courses consécutives et voilà. Mais Vettel, il fait une saison 2015 incroyable. Vettel a commencé à être remis un peu plus en question à partir de 2017,
quand il s'accroche volontairement avec Hamilton à Bakou en lui donnant un coup de roue, Quand qu'il il y a avait plus eu Rosberg, quelques tu veux crashs en dire. 2016. Pardon? En Quand il Allemagne y a aussi. plus Rosberg, en fait, si on Ouais. réfléchit bien. En Allemagne, il menait C'est la 2018. saison. C'est 2018? Moi, j'aurais Ouais. dit 2017. Ouais. C'est vraiment là où Vettel, il commençait à y avoir une lassitude Hmm. en Italie. Et puis un peu dans tous les médias, mais voilà. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'en face, il avait Raikkonen qui était certes rapide, mais pas très farouche non plus. C'est pas comme Leclerc qui impose une référence qui laisse peu de place pour Hamilton d'être un petit peu, de pas être au top, quoi. Il laisse Il y, aucun doute, a... Leclerc, et ça a toujours été le cas chez Ferrari. il y avait Il a qui toujours eu ce niveau. C'était Massa qui était chez Ferrari quand Alonso est arrivé. Tu parles de l'homme de ménage ou de son équipier? Non, mais je sais pas comment Alonso a été accueilli chez Ferrari quand il est arrivé. Avec hostilité au début, parce que Ah c'était ouais? le rival de Schumacher. Mmh. Hein. Ouais, il y avait ça. Et en plus de cela, il avait des casseroles au cul quand il arrive. Il y a le Spygate en 2007 et le Crashgate qui est révélé courant 2009. Voilà. Effectivement, il était pas dans les meilleurs auspices. Mais après, il arrive, il gagne dès la première course, donc il a été vite accepté et il gagne à Monza dès sa première arrivée, donc automatiquement, voilà. C'était pas certaine quand même chez les Tifosi. Bah, les casseroles ont vite été enlevées, quoi. Ouais, Ouais, on ouais. les a oubliés. On a dit non, mais ça c'était Briator. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que, en fait, Hamilton chez Ferrari, tout le monde parle du mariage du siècle, donc j'ose espérer qu'il a un peu plus qu'une demi-saison pour faire ses preuves. Oui, bien sûr. Je te parlais juste des Tifosi, moi. Oui, mais même de la part des tifosi. Ouah, Ah oui, oui. ça, c'est à géométrie variable. Hein. Il suffit d'une réflexion mal placée, même s'il maîtrise bien sa com, Hamilton, ça peut aller très vite. Ouais. Quand... Bon, voilà. C'est pour ça. Moi, honnêtement, j'attendais rien du tout, donc... Enfin, j'étais très content de voir Hamilton chez Ferrari parce que c'est effectivement le mariage du siècle en Formule 1. Il y aurait... Enfin, je ne vois pas dans l'histoire quelle aurait pu être la meilleure... l'alliance la plus symbolique. C'est plus symbolique que vraiment autre chose. Mais... Mercedes et Schumacher? Oula. Ça pourrait faire la même chose, ce serait triste, mais ça pourrait tout à fait faire la même chose. Oui, mais... Malheureusement. Ouais. Une Après, elle est pas victoire anecdotique dans des saisons moroses. La différence, c'est que Schumacher est arrivé chez Mercedes pour construire l'écurie, alors que Hamilton, il arrive dans une écurie déjà construite. Ouais, et Schumacher, il est arrivé chez Mercedes parce qu'il voulait revenir en Formule 1. Il n'y avait pas de place chez Ferrari. Non, mais c'est vrai. Entre Massa et Raikkonen. On rappelle que le but, Schumacher, quand il prend sa retraite, il veut pas quitter la Formule 1 et on le voit, il est sur le muret des stands Ferrari. Et en 2009, quand Massa se blesse, on commence à vouloir rappeler Schumacher. Et je sais pas si vous étiez là, si vous en rappelez, mais c'était le truc du siècle, quoi. Enfin, Schumacher de retour en Formule 1, enfin, incroyable. Un petit peu comme quand on parlait de Vettel pour remplacer Hamilton l'an dernier. Chez Mercedes, enfin, c'était... Oui, c'est juste que là, c'était pas crédible du tout. Mais Schumacher a repris le volant de la Ferrari en essai privé pour se préparer. C'est juste qu'il a eu un stop du médecin de la FIA parce que quelques semaines avant, il avait eu un accident moto et il n'était pas physiquement apte à reprendre les Grands Prix. Et c'est là qu'on est allé chercher Badoer puis Fisichella. Mais d'être remonté dans une Formule 1, Schumacher, ça lui a donné envie de revenir en F1. Parce que ça le démangeait trop. Et ce qu'il y a, c'est que Ferrari avait déjà Alonso et Massa, théoriquement, pour 2010. Et du coup, c'est là que Braun Grand Prix devenant Mercedes s'est dit, bah, hop, il y a Schumacher qui veut de la F1,
On a besoin d'un Allemand qui, en plus, c'est le plus grand pilote de tous les temps de l'histoire du monde. Donc voilà, ils se sont dit l'alliance est forcée. Donc, et au final, il y a eu le même résultat parce que Rosberg lui a collé une pige. Mais c'était énorme, quoi. Le retour de Schumacher, aujourd'hui, ça semble banal, mais je me rappelle, c'était irréel, quoi, à l'époque. Enfin, te dire, oh, il revient, et de le voir en gris, on se disait, non, non, ça marche pas. Enfin, moi, je me disais, ça marche pas. C'est trop bizarre. Ah, je sais pas, mais je l'ai vu sur le sprint de la Chine. Je suis pas objectif avec Hamilton. Ouais. Bon, hmm. Moi, ça m'a frustré qu'il gagne un sprint et pas un Grand Prix. C'est toujours pareil avec ces putains de sprints. C'est comme Piastri, imagine, il aurait jamais gagné. Un sprint, ça veut rien dire. Bah, surtout que Piastri n'est pas aidé parce que sa première victoire, c'est un sprint, et sa première victoire en Grand Prix, c'est son équipier qui s'est décalé pour lui la laisser. C'est vrai, hein, putain, j'ai oublié, c'est vrai. En plus. Non, mais il n'a pas eu un début facile, le pauvre. Hein. Non. Oui, mais ceci dit, il a eu un début plus rapide que Norris. Oui, bien sûr. Mais après, tu vois, on parle de ça, mais d'un côté, il n'a pas passé 50 ans dans une équipe qui était la 4e, 5e force du plateau, quoi, comme Norris. Ouais. Bon. Ça, je reste toujours bluffé par les ingénieurs McLaren de ce qu'ils ont fait en 2-3 ans là. C'est Oui, je suis bluffé, mais aussi, faut pas oublier, et là j'admets que je suis surpris là-dessus, que McLaren, ça correspond au moment où ils ont fini de construire leurs nouvelles infrastructures. Et ils étaient quand même après le Covid financièrement assez dans la compliqués, merde. on va dire. Oui. Oui. L'équipe était à deux doigts de disparaître, d'après un témoignage de Zach Brown. Hein. Il l'a dit beaucoup plus tard, mais l'équipe était à deux doigts de disparaître. Ils ont vendu l'usine et tout, de toute façon. Ouais. Et ils l'ont pas racheté depuis? Non, ils l'ont vendu, ils la sous-louent maintenant. Enfin, ils la louent. Il y a le fonds d'investissement du Bahreïn qui a débloqué plus d'argent, qui a pris plus de parts. Ils ont vendu des voitures historiques. Enfin, en 2020, ils couraient après l'argent. Et ça, c'est un truc que Zach Brown a révélé beaucoup plus tard parce qu'il voulait pas que l'équipe soit impactée par tout cela. Donc franchement, Zach Brown, on peut lui trouver plein de critiques, mais je trouve qu'en termes de gestion, on doit lui attribuer énormément de crédit parce que il a fait vraiment tout ce qu'il fallait pour avoir les bonnes personnes là où il fallait. Et si vous vous rappelez, hein, il y a 2-3 ans, on se moquait de McLaren qui tous les week-ends avait de nouveaux sponsors. Ils commençaient à mettre des LED pour afficher différents sponsors pendant la course. Enfin voilà, c'était absurde. Mais parce qu'ils couraient après l'argent de manière inquiétante, quoi. Donc qu'aujourd'hui ils en soient arrivés là, bah c'est incroyable. Comme je disais hein, dans les briefs, meilleur début de saison McLaren depuis 1998. Ça pose une claque, quoi. Ça va, ouais. Et ils avaient gagné 5 des 6 premières courses, et après Schumacher enchaîné 2 ou 3 victoires. Donc, voilà. Et puis même ce genre de début de saison, on en a eu l'habitude avec les heures de domination, mais c'est quand même très rare d'avoir un seul constructeur qui enchaîne les victoires comme ça. Donc c'est un très bon signe aussi pour eux. L'équipe marche bien, ils ont des bons pilotes, et j'admets que McLaren, je n'aurais jamais cru les revoir au sommet. Donc je suis content voilà, qu'ils y arrivent. Même Williams, même sans être aussi flagrant, remonte bien la pente, je trouve aussi. Parce que il y a quelques années, c'était très compliqué quand même. Ouais, mais Williams, c'était un stade où s'ils faisaient pire, ils disparaissent en fait. Oui, voilà. Et la différence, c'est que Williams, ils n'ont pas un plan de développement aussi... c'est quoi le terme? Aussi ambitieux que McLaren. Dans Hilton Capital, quand ils ont acheté en 2020, ils ont parlé d'un plan sur 10 ans. Hein. Donc, il y a du temps, il y a du boulot. Et Williams, ils restent très en retard en termes d'infrastructure aussi. Ils ont toujours les mêmes usines depuis 30 ans, hein, donc c'est compliqué.
Il n'y a pas de soufflerie, en plus, il n'y a rien. Donc, effectivement, l'équipe commence à sortir la tête de l'eau, mais on disait la même chose en 2021, si vous vous rappelez. Hein. Quand ils finissent la saison, ils commencent à se battre pour des petits points, tout ça. On arrive en 2022, ils sont de nouveau tout au fond. Donc 2026 va savoir si ça va pas de nouveau être la lanterne rouge, quoi. C'est vrai. Si les infrastructures servent à gagner, Aston Martin devrait plutôt bien performer l'année prochaine. Ouais, mais la différence, c'est... Enfin, déjà, il y a beaucoup d'attentes sur Aston Martin. Et effectivement, la différence, c'est que Aston, ils s'en servent... leurs infrastructures étaient... Enfin, ouais. Il y a eu beaucoup de remaniements chez Aston ces dernières années. Donc... il y a eu Mike Rack, Andy Carl, Peter Whitmarsh, je sais même plus son prénom, voilà, machin Whitmarsh, enfin, il y a eu 30 000 personnes qui sont arrivées. Le management Stroll, quoi. C'est ouais, c'est assez délicat. Maintenant, il semble avoir enfin quelque chose de stable avec Andy Carroll qui a bien redéfini tout ça. Andy Carroll, on rappelle, hein, c'est l'ancien directeur du département moteur Mercedes. Donc quelqu'un qui a une bonne expérience, comme James Vowles chez Williams. J'espère que ça pourra porter ses fruits. Adrian Newey, j'espère que pourra porter ses fruits. Honda, on n'en parle pas beaucoup, mais j'espère que ils seront toujours à la hauteur, hein, parce que ils n'ont pas un mauvais moteur du tout. Donc voilà, je pense que ça donne plein de raisons pour moi d'être optimiste pour Aston. Et puis aussi, il y a l'aspect delusional, comme disent les Anglais, parce qu'il faut qu'Alonso, au moins qu'il gagne encore une course par pitié, donnez-lui quelque chose avant de partir. Il faudrait peut-être surtout qu'il marque un point, là, cette saison, ça déjà. fait 13 ans. Non, ils vont rien faire cette saison pour moi, Aston. Hein. Non. Ils ont jeté à la poubelle la saison 2025. Bah, apparemment, ouais. Adrien Newey, Mais, ne vous inquiétez pas, je suis là. Faites voir les... On verra Oh, l'année prochaine. Hein. Mais non, que je pense qui va arriver, c'est que d'ici 2-3 ans, le top tier, c'est Mercedes, Ferrari, Aston. Red Bull, ils seront plus là. Audi. Pardon. Oui, moi j'en pense autant, mais... J'y crois pas. Il y a trop de bruit autour pour que ça se passe bien. Cette histoire, ça pue la merde. Avec le Dieselgate et tout, ils ont plus une thune à mettre là-dedans. Ça pue tellement fort, je trouve. Je connais pas Aston ces affaires de Dieselgate. Bah, c'est le groupe Volkswagen s'est mis dans... Résultat, il y a eu des millions et des millions de rappels. Ça a coûté des milliards en amende et en coût de rappel. Et donc, bah, les milliards qu'ils voulaient mettre dans la F1, ça va être un peu plus compliqué, quoi. Oui, mais là, tu parles d'Audi, on parle pas d'Aston. Non, d'Audi, je parle là. Ah oui, non, pour moi, le top tier, c'est Aston, Mercedes, Ferrari. Oui, mais Mick disait Audi. Ajoutez Audi. Ah, je demandais. Bah, ah non, je pense pas qu'on verra Audi là. Donnez-lui au moins un podium, quoi. Ouais. Audi, c'est juste du marketing pour moi. Hein. Je vois pas une vraie écurie derrière. Ah ouais. Pourtant, quand on dit que Audi, quand ils viennent, c'est pour gagner, tout ça. On va passer jurisprudence 24 heures du Mans, mais ça veut rien dire après. Hein. Ils ont jamais gagné de F1, il me semble. Ouais, mais ils y ont jamais été. C'est ça. Ils ont fait du rallye, quoi, mais c'était dans les années 80. Du groupe B, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Ah si, il y a du Le Mans aussi. Ils gagnaient Le Mans oui, en début des années 2000. Énorme victoire au Mans. En GT3, en DTM, ils ont des victoires partout en vrai, Audi. Et en vrai, aujourd'hui, le groupe Volkswagen, c'est plus Porsche que Volkswagen. Là, vous partez sur un sujet que je ne peux qu'écouter. On n'a jamais trop su dans l'histoire Porsche, Volkswagen, Porsche. Alors, j'ai vu une vidéo d'un Américain hyper intéressant sur le sujet et sur comment ça marchait. Et en fait, le problème, c'est que la plupart des gens confondent Porsche, l'entreprise automobile, et Porsche, la compagnie financière. Et en fait, avant d'être entre guillemets racheté par Volkswagen, les deux entités c'était la même, enfin plus ou moins la même, c'est-à-dire que Porsche financière possédait Porsche automobile
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Volkswagen a voulu racheter Porsche, ils ont dû vendre des actions. Et donc, Volkswagen, pour acheter Porsche Automobile, a vendu des actions que Porsche Finance a achetées à Volkswagen. Donc, en fait, ils ont utilisé l'argent de Volkswagen pour racheter Volkswagen. Ils ont utilisé l'argent de Volkswagen pour racheter Volkswagen, ouais, c'est ça. Si, Porsche si, financière. au nom de Porsche, si, c'est ça. C'est intellectuel. C'est Non, mais ça a financier, toujours été- c'est compliqué. Ça a toujours été très compliqué. En plus, dans l'histoire, la grande histoire et l'histoire ancienne, il y a beaucoup d'histoires de famille qui viennent de se loger là-dessus, des histoires politiques, t'imagines bien, pas toujours glorieuses. Et ça a toujours été le bordel, ce groupe. Oh, Mais globalement, une fois que tu comprends qu'il y a deux entités juridiques Porsche, là tu comprends un peu la magouille qu'ils ont fait pour pouvoir racheter l'argent Volkswagen avec l'argent de Volkswagen. C'est comme ça qu'ils avaient fait aussi quand ils avaient mis des sous, je sais plus où on avait dit, ah, qui arrive, qui va mettre des moteurs et tout. Et c'était ça aussi, c'était Porsche Finance en fait qui avait mis des billes et pas Porsche Automobile, donc c'était le bordel pareil. Bref. bon, donner une victoire à Hülkenberg aussi, c'est tout ce que je demande. Ça va pas être facile. Ouais. Il a fait une bonne première course et puis après pas grand chose cette année. En fait, je dirais plutôt qu'il a eu 2 mauvaises premières courses et qu'après c'est pas mal. Parce que les points en Australie, c'est beaucoup de chance. C'est la pluie. Il y a eu 30 C'est la 000 pluie. abandons et tout, ouais, c'est la pluie. C'est une première course de championnat, c'est toujours un peu particulier. Quand c'est en Australie, c'est souvent particulier. C'est pour ça. Faut que l'Australie reste en tête du calendrier. Oui. Et Liam Lawson, vas-y pour terminer. Là, vous avez manqué l'Australie en première course? Ah oui. Ouais, grave. Ah, c'est la meilleure chose du monde de l'Australie en début de championnat. Surtout quand ça se passe comme ça. Oui. Mais ouais, enfin c'est... Et surtout qu'on arrête d'aller en première manche sur le circuit qui a servi au test. C'est surtout là que je trouve ça un peu ridicule. Parce que t'as l'impression d'avoir une 4e séance d'essai. C'est ça, mais qui rapporte des points. Et puis les équipes savent plus ou moins à quoi s'attendre. Finalement, quand on va en essai privé, les équipes sont déjà prêtes. Donc ça n'a pas d'intérêt, quoi. Alors que là, Bahreïn, j'ai trouvé que c'était une course vraiment intéressante pour le coup. Donc c'est aussi pas plus mal de l'avoir un peu décalé. Même si je suis pour qu'on remette Bahreïn 2 jours aussi. Ça, c'est encore un autre sujet. Moi, je suis pour qu'on remette le Outer Ring, mais comme tout le monde, je pense. Et quand la dernière fois qu'ils ont fait Bahreïn 2 jours? 2013. Ah oui, donc j'ai pas connu. Pourquoi Bahreïn 2 jours, au fait, Nick? Parce que je trouve ça... Déjà, j'en ai marre des courses de nuit, je trouve ça moche. Et c'est déjà un bon argument. Et puis les températures sont plus élevées, donc c'est un peu compliqué. Ça demande un peu plus aux mécaniques, tout ça. Recevable. Aux pneumatiques, etc. Voilà. Et puis, j'ai de très bons souvenirs des courses de jour à Bahreïn, alors que les courses de nuit ont globalement toujours été assez chiantes, même s'il y a 2-3 exceptions ces dernières années. Je me rappelle d'une édition qui était en feu, mais à part ça... Oh, putain. Quoi On peut plus rien dire. En feu comme au Japon? Oui, mais un petit peu plus explosif, l'édition à laquelle je pense de Bahreïn. C'était quand qu'il y a eu des explosions sur une usine à côté d'Arabie Saoudite? C'était il y a 2 ans? 2022. 2022, oui. De sinistre mémoire. Avec des pilotes qui disent on veut pas rouler et tout le reste du monde qui leur dit si. Et par le reste du monde, c'est la FIA, la FOM et les patrons d'équipe. Exactement. Tous armés de billets, de chéquiers. Ouais, plus de billets et de menaces côté de leur chéquier. Ah. C'est un Ramco, non? Qui s'était fait attaquer. Oui. Ouais, j'avoue que je me rappelle pas. Si, c'était des missiles sur l'usine Ramco à côté du. Ouais, bon. Bon, sur ce, on va aller faire dodo.
Yep. Mais, Je remets la caméra juste pour dire bonne nuit. On a tout de même une semaine de pause. Et après, on est reparti pour un super Grand Prix à Miami. J'aime pas. Voilà. Non, mais je me sens pas seul, au moins, c'est important. Pour moi, Miami, c'est comme Jeddah. Oui, C'est la même en couleur. mes 2 jours. Voilà. Et avec en plus un spectacle à l'américaine Très gênant. qui me fatigue, mais moins que Las Vegas, mais quand même. Ouais, Si on se concentre que sur la course, ça va, Miami. J'arrive pas à me concentrer que sur la course, je vois que les à côté. Ça me casse les noix. Et pourtant, c'est typiquement le circuit antenne pile au départ de la course pour rien voir d'autre. Après, je sais que je vais être tout seul sur ce coup-là, mais ce week-end, il y a l'Espagne. Il y a quoi Moto Ah ouais, non, je suis jeté un œil, j'ai suivi le début de la saison, c'est un peu rigolo, mais j'ai peur qu'elle casse tout. Je suis d'accord. Qui casse tout? Marc Marquez, c'est un pilote déjà. Oui, combien je vois 6 fois champion du monde 7 fois 7, 8. Et qui est bien parti pour en prendre une autre parce que ça va être compliqué sur la régularité. Et en plus, c'est son petit frère qui est là. C'est le Schumacher ou le Valentino Rossi. Okay. C'est le Valentino Rossi de la moto, t'as raison. Ouais, c'est ça. Bon, allez, sur ce, bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Salut.